premier moment de l'après-midi, l'universalisme est-il une réponse? Je cède la parole à Michel Kiviana, que l'on ne présente pas. La première, Discrimination. L'universalisme est une réponse, on peut dire aussi, j'ai appuyé sur le bouton. Ah d'accord, ok, pardon. On peut aussi dire que c'est une question. Je ne reviendrai pas d'abord sur, mais il faut quand même que je le pointe du doigt, sur le débat autour du mot race. Je partage l'avis de ceux qui pensent que, en gommant le mot race de la Constitution, on ne fait rien, et surtout pas, on ne lutte pas contre le racisme. On ne casse pas le thermomètre, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on nie la fièvre, qu'on soigne la fièvre, et en l'espèce, les mots sont aussi un thermomètre de l'état de notre société, des rapports sociaux qui existent, et la chose. Cela dit, en même temps, c'est vrai que ce mot, qu'il soit utilisé en tant qu'affirmation, le racisme, ou en tant que combat anti-racisme, comporte à la fois non seulement des ambiguïtés, mais des contradictions dans l'usage que l'on en fait et en son sein. Mais que ce soit le racisme, que ce soit d'autres mots, l'islamophobie, mais que ce soit dans le passé l'usage d'autres mots, tout cela évolue en même temps que le contexte social, politique évolue. Je prends cet exemple, la connotation du mot israélite avant la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas du tout le même caractère négatif que le mot juif, qui lui avait un caractère extraordinairement négatif. Aujourd'hui, dire juif ne pose pas de difficultés majeures. Israélite, on commence à se demander pourquoi la personne emploie ce mot, etc. Et on voit bien là-dessus que les mots ont non seulement une vie, j'enfonce une porte ouverte, mais évoluent au travers des conditions sociales et économiques. Et quelles que soient les ambiguïtés du mot race et de ses déclinaisons, racisme, antiracisme, etc., il reste un outil opératif et un outil qui est en tout cas entendu et reconnu par la majorité des auditeurs. Et la problématique de l'universalisme est un questionnement aussi ancien que, au fond, la réflexion autour du racisme, parce que il est d'abord lié à le premier, historiquement, des combats antiracistes, c'est-à-dire ce que décline la déclaration de 1789, les hommes naissent libres et égaux en droit, et demeurent libres et égaux en droit. Cette affirmation d'une humanité unique, qui ne consiste pas non plus à dire qu'elle est pas différente, mais qu'il n'y a qu'une seule humanité, ce postulat posé pose immédiatement la question de l'universalisme, puisqu'il n'y aurait, au terme de celui-ci, qu'une seule humanité, quelle qu'elle fût, sur l'ensemble de la surface du globe, et génère, du seul fait de l'appartenance à l'humanité, le droit et l'égalité entre les hommes. Et ce n'est pas sans raison que dans les processus de génocide que l'on verra après, que ce soit en Arménie ou en Turquie, en Arménie, ou le génocide de 1940-1945, le premier des processus, c'est de commencer à déshumaniser l'autre. C'est-à-dire à de dire qu'il ne fait plus partie de l'universalité du genre humain. Il n'est pas simplement différent, il n'est pas humain comme nous. Donc cette question de l'universalité, c'est déjà la première réponse qu'on a apportée à une forme de racisme racial, fondée effectivement sur une dichotomie, répartition
de l'humanité en diverses races. Vous vous souvenez peut-être, mais moi j'ai vu ça dans mes livres d'enfants, les jaunes, etc. Nous avions droit à ce genre de crétinerie. Alors, la question qui se pose à partir de ce moment-là, la question qui est posée à cette universalité, c'est de dire que est-ce qu'on peut, au nom du refus du racisme, faire de l'appartenance à la seule communauté humaine le seul critère de lutte, et donc par conséquent de laminer, de ne pas tenir compte de la question des appartenances, parce qu'en même temps, l'humanité est diverse dans ses appartenances culturelles, religieuses, de toute nature. C'est même ce qui fait une de ses richesses essentielles, sachant au surplus que ces appartenances qui étaient assez rigides au 19e ou au 20e siècle, a fortiori avant, sont maintenant venues des appartenances totalement multiples, qui s'entrecroisent. Alors, est-ce qu'il suffit de dire pas de racisme, parce que, au fond, nous sommes tous membres de la famille humaine? Est-ce que cela n'aboutit pas à gommer la réalité des discriminations? C'est le questionnement, j'y reviendrai bien sûr, initial que l'on peut poser. En revanche, est-ce que, au nom du même refus du racisme, peut-on privilégier l'appartenance et le respect dû aux différences au point de nier une sorte de droit à l'indifférence et de développer une forme de coexistence des communautés à l'intérieur d'une humanité qui ne serait plus donc unique, mais qui serait une forme de coexistence des communautés. Un peu comme si, pardonnez-moi ce parallèle, on nous expliquait que la laïcité, c'est la coexistence des religions. Et le problème se complexifie, ou le questionnement se complexifie d'autant plus que les questions ne peuvent pas être traitées de manière anachronique. Les manifestations de racisme ne sont pas les mêmes au début du XXe siècle. Je l'ai évoqué, elles sont fondées beaucoup plus sur des conditions raciales, sur le fait de dire qu'ils ne sont pas la même humanité, qu'aujourd'hui, où le fait culturel et social va primer. Ah, de toutes les façons, oui, c'est des hommes comme vous et moi, mais leur culture fait qu'ils ne sont pas intégrables, ils ne peuvent pas ceci, ils ne peuvent pas cela. Les choses ont donc évolué dans le temps. Le débat lui est resté, mais les choses ont évolué. Et si je voulais jeter un peu plus de sel sur la plaie, j'ajouterais que, de toutes les manières, il n'est pas aussi tranché que cela. Nous avons encore un certain nombre de gugus qui nous expliqueront que les Noirs, les Arabes s'accourent plus vite, les Arabes s'effourbent, etc., et qui vont racialiser les comportements comme cela se faisait au début du XXe siècle. Donc les deux éléments n'ont pas disparu. Alors, à partir de là, on peut se livrer à une critique je vais commencer par laquelle? De l'universalisme ou de la critique de l'universalisme? Partons du point de départ, de l'universalisme. D'abord, une évidence. Même s'il y a une seule humanité, nous n'avons pas vocation à accepter d'être reproduits à l'infini et à l'identique. Et donc, par conséquent, postuler une seule humanité ayant les mêmes droits, du seul fait d'appartenir à cette humanité, n'implique pas de nier la diversité et les différences de cette humanité. C'est une évidence, mais elle ne va pas de soi, il vaut mieux la rappeler. D'autre part, la négation, ou enfin la volonté de cette unique humanité et de répondre au racisme simplement sur le fait qu'il n'y a qu'une seule humanité,
c'est gommer ces différences, et on s'aperçoit dans l'histoire que gommer ces différences, c'est gommer le plus faible au profit de la culture la plus forte. C'est-à-dire toujours ramener la définition de ce qui serait le contenu de cette humanité à la culture dominante, à la puissance coloniale, à la puissance dominante, à la culture de telle ou telle classe sociale, etc. Qu'il y a donc une forme, sous couvert de lutter en faveur d'une seule humanité, d'éradication de tout ce qui est en situation de dominer par rapport à ce qui peut être dominant. Enfin, et troisième critique, qui n'est pas négligeable, au contraire, elle s'est développée ce matin, entre autres dans la bouche d'Éric Fassin, cela empêche de nommer. Et nommer n'est pas simplement le plaisir de mettre un nom sur quelqu'un, quelque chose ou un phénomène. Nommer, c'est aussi se donner les moyens de construire une réponse à partir de ce que l'on a analysé, démontré et établi. Or, c'est clair, l'antisémitisme n'a pas les mêmes fondements que les mêmes ressorts que le racisme anti-noir ou anti-arabe. Deux mots pour illustrer cela. On peut, de l'antisémitisme est passé par plusieurs strates. L'antisémitisme chrétien, qui est probablement le point de départ, si tant est qu'on peut faire qu'on puisse faire des raccourcis de cette nature. Ensuite, ça a été un antisémitisme racialiste. Enfin, on voit apparaître aujourd'hui une autre forme de manifestation d'antisémitisme qui peut conjuguer les deux premières et qui se rajoute aujourd'hui avec cette espèce d'antisémitisme réactif que certains qualifient de judéophobie qui dépend énormément du contexte à la fois interne et à la fois international. Et le rapport au monde arabe, aux citoyens musulmans français est complètement hypothéqué et guidé par la vision coloniale que la France a eue et qu'elle a encore aujourd'hui. La France n'a pas réglé ses problèmes, a commencé à régler ses problèmes avec ce qui a été commis pendant la Deuxième Guerre mondiale, à partir du moment où un historien américain l'a interpellé dans les années 70, et elle n'a toujours pas réglé sa propre histoire coloniale. Je vous rappelle que c'est sous Jacques Chirac, qui n'est quand même pas très vieux, que nous avons assisté à ce vote d'un amendement dont la terminologie exacte m'échappe, mais enfin qui était un espèce de bilan globalement politique de la colonisation. Et qu'il a fallu mener une lourde bataille contre cela. Chirac a fini d'ailleurs par déclasser le texte puis l'annuler. Tant la vision des choses, si nous voulions d'ailleurs en avoir un exemple, le comportement du maire de Béziers au travers de la glorification d'Élie de Saint-Marc pour un général putschiste, enfin pas général, putschiste de l'OS, et plus généralement le discours qu'il tient sur la guerre d'Algérie, et encore plus généralement, non pas le fait qu'il mette une crèche, mais qu'il explique en même temps, non pas simplement le fait qu'il mette une crèche, mais qu'il explique en même temps qu'il ne ferait jamais la même chose pour l'islam, et les références aux traditions judéo-chrétiennes montrent bien la perception qui existe encore aujourd'hui et qui est vérifiable dans les questions de territoire, dans les questions scolaires, dans les questions d'emploi, dans toutes les questions, y compris de contrôle au faciès. Cela touche à des degrés divers, ou selon des modalités un peu plus ou moins diverses, les populations qui sont issues de ces colonies, mais qu'il faut cesser d'appeler d'origine étrangère, puisqu'elles sont françaises, et maintenant depuis
X générations. La critique que l'on peut faire à ceux qui critiquent, me semble-t-il, à juste titre, cette vision de l'universalisme, c'est que c'est au fond la conclusion de sa... j'ai oublié son passe-point, qui est intervenu... qui est intervenu... Non, il n'est pas au programme. Non. Il n'est pas au Nassera Guéry, quand elle a terminé en disant nommer les racismes, les identifier, ne pas lier ces rapports-là, et en même temps apporter une réponse commune à toutes les formes de racisme. Et là, il est incontestable que l'on assiste aujourd'hui à une forme de dérive où la réponse sur le racisme est une réponse qui n'est même pas une réponse communautaire, qui est une réponse ghettoisante. C'est-à-dire que, pour certains, ce qui est en cause, ce serait l'impossibilité, au travers de rapports qui seraient racialisés, ce qui fait partie des choses parfaitement discutables et dont il n'y a pas lieu de s'offusquer en soi. En revanche, à partir de là, nous expliquer qu'il s'agit de groupes homogènes, fermés, qui n'ont que des alliés blancs. C'est-à-dire que les blancs ne seraient pas autorisés à partager ce combat au même titre, mais ne sont conçus que comme des alliés, donc extérieurs au combat de l'antiracisme. Et que cela aboutit, je ne citerai pas la personne parce que je pense que ce jour-là, sa pensée a un peu dérapé, enfin j'ose le penser, à dire qu'elle ne voit pas l'intérêt du métissage, des mariages mixtes, et qu'il faut sacraliser le prophète. Là, je commence à me dire que nous ne sommes plus dans un processus de nomination, de désignation de ces phénomènes coloniaux, de cette spécificité propre à chaque manifestation de racisme, mais dans une forme de réponse d'auto-ghettoisation qui, au fond, explique d'ailleurs que pour certains d'entre eux, la position de la Ligue est d'autant plus dangereuse qu'elle ne participe pas, me semble-t-il en tout cas, est-ce que je pense que nous avons essayé de le faire depuis longtemps, à cette forme d'universalisme abstrait. Là, nous avons besoin d'avoir ce débat et de le poser clairement. C'est-à-dire que, est-ce que, quand, je reprends ce que j'ai dit à Didier Fassin ce matin, quand, à Éric Fassin, pardon, ce matin, oui c'est son frère, quand le débat se pose dans les termes de la remise en cause de valeurs qui devraient être universelles, liberté d'expression, égalité homme-femme, etc., et que l'on nous répond au nom de la dignité et de la justice de mon groupe humain, notion extrêmement dangereuse, car dignité, justice sont des notions qui sont subjectives, qui dépendent de celui qui les émette et de la manière dont elles sont reçues. Nous, c'est vrai que pour ça, à la Ligue, on a plutôt tendance à parler en termes de droit, c'est-à-dire de créance, qui s'applique indépendamment de la subjectivité des uns ou des autres. Mais que l'on nous répond d'abord dignité et justice, après ces principes universels, ce qui explique que l'on puisse me répondre dans un débat que la liberté d'expression a servi à la cause de l'esclavage, là, je dis que nous devons mener ce débat. Alors, je le dis aussi clairement, il ne s'agit pas d'exclure, il ne s'agit pas de jeter un anathème, parce que la bonne question, c'est aussi pourquoi en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé là? Et là-dessus, il y a un mot
l'une des personnes que je critique là de manière anonyme et de manière virulente, qui est redoutablement exacte et que je reprends à mon compte, qui, à propos du mouvement antiraciste, dit « La plupart des mouvements antiracistes sont blancs, avec une moyenne d'âge de 50 ans. Et comment est-ce que je lui donnerais tort? Et comment est-ce que je lui donnerais tort? Ça signe, mais c'est un débat que je n'ai pas le temps d'aborder ici, ce matin, l'intervenant au nom du CCIF a un peu travesti les faits. Nous n'avons pas attendu pour poursuivre une manifestation d'islamophobie. Hein, quand on a poursuivi la Falachi des années, plus de 10 ans ou 15 ans, etc., nous n'avons pas attendu. En revanche, mais il n'a pas fait cette précision qui était pourtant essentielle. Nous n'étions pas là dans les quartiers pour entendre la victime. Ça, c'est vrai. Et donc, il faut en déduire que nous n'avons pas entendu. Simplement, nous n'étions pas là pour entendre. Ce qui me permet de regretter certaines décisions de Congrès des droits de l'homme. Bon, chacun son petit dada. Hein, bon. Voilà, je vais essayer de terminer là-dessus. Par conséquent, entre les deux, là, qu'est-ce qu'on nous donne à choisir? Abstrait, ou alors cette forme de repli ghetto sur soi. Ben évidemment, on a un peu tendance à dire on veut autre chose. Mais il ne suffit pas d'essayer d'en sortir par le haut. On ne sort pas par le haut simplement de ces tropismes. Je crois qu'il faut qu'on rappelle d'abord que tout cela ne peut pas fonctionner sans un fond commun. Ce fond commun, c'est d'abord effectivement le postulat que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et j'ajouterai, pour être plus clair, les femmes, même si les hommes, au temps de la Révolution française, englobaient le deux. Ce postulat, qui est par ailleurs un théorème qu'il ne faut cesser de démontrer au jour le jour, celui de l'unicité de l'humanité est un postulat sur lequel tout le reste ne peut pas fonctionner. Ensuite, vient prendre en compte cette diversité et pas de les prendre en compte comme un folklore. Mais pour ce qu'elle est, une réalité tangible, pas toujours confortable à vivre, mais en même temps une richesse, et surtout, encore une fois, une réalité incontournable. Et nommer cette diversité, donc nommer les différentes causes du racisme, ces différentes manifestations, ces différents liens, c'est donc pas diviser les gens en communautés, ce n'est pas les Noirs défendre les Noirs, c'est dire la réalité de ces racismes. Mais en même temps, si dans un dernier mouvement, tout n'est pas repris en termes de lutte commune, car quand ce ne sera pas un Noir, ce sera un Arabe, on est toujours, et la phrase reste exacte, on est toujours l'Arabe, le Juif, le pédé, ce que vous voulez de quelqu'un, d'un imbécile plus ou moins heureux, et qui en tout cas nous rend très, très malheureux. Donc par conséquent, si nous ne réintégrons pas à la fin dans un universel notre conception de l'humanité, c'est-à-dire son unicité, alors effectivement nous tomberons dans les dangers des colonisations. Alors je ne sais pas si Driss est dans la salle. Oui. Driss est dans la salle. Tu es là-bas. Alors ouvre bien tes oreilles, parce que il comprendra, c'est une private joke entre lui et moi. Spécial dédicace. Parce que je n'ai pas trouvé de meilleure rédaction à la définition de ce qu'est l'universalité que les quelques lignes que je vais vous lire. L'universalité des droits de l'homme ne saurait être sujet à des remises en cause. Pour autant, loin d'être l'expression et d'une pensée et d'un modèle unique, l'universalité doit être, dans sa quintessence,
la résultante d'une dynamique d'adhésion progressive, par étapes, moyennant une appropriation individuelle et collective, où les traditions nationales et culturelles trouvent naturellement leur place, ni contre, ni à côté, mais autour d'un socle de valeurs indérogeables. L'universel, ainsi enrichi, gagne en légitimité lorsqu'il représente et protège la diversité de l'humanité et quand tous les peuples et toutes les cultures le façonnent et se l'approprient. Je vous remercie.